The first one is négociation et politique d'austérité, un duo malsain, le cas des négociations dans le secteur de l'éducation au Québec en 2015, from Diane Gagné and me, Chloé Fortin-Bergeron. And the second one is réforme du financement dans le réseau des centres de la petite enfance au Québec, impact sur les conditions de travail des éducatrices, which the presenter will be Julie Bourgault de l'Université du Québec en Outaouais sorry, I'm kind of mixing French and English, and Anne-Renée Gravel from TELUC, and also Jessica Real from Université du Québec en Outaouais. The third presentation will be from Paulo Rogério Marques de Carvalho. I hope I'm saying it well. About the labor law of the crisis, a study about the labor law reforms in the context of the subprime crisis. So because we have 3 presentations, we got more time. So we have max 18 minutes for each presentation, and as Benedict told us, we will keep the question at the end of the 3 presentations. So let's start this session, virtual session, with Diane Gagné and me. So I will share you our presentation. So just sorry, I'm kind of like just want to be sure. Okay. Okay. Sorry for that. Okay. Sorry. Oh. Okay. So sorry. I just want to. How can I like just show the slide? Sorry. Because we can see the comments and I don't really want them to be shown. I don't think we see the comments. At least I do don't. you see the comments or? No. Okay, okay, sorry. So you just it's see okay. the slides. Just the Yes, slides. we see just okay, a slide. okay, sorry, because I'm seeing the comments. So okay. So I will give, we'll let my colleague Diane Gagné. So we're both from l'Université du Québec à Trois-Rivières to start with the presentation. Tout d'abord, je voudrais dire merci aux organisateurs, incluant toi, Bénédicte, parce qu'on sait que c'est vraiment pas facile dans ce contexte. Et merci à vous d'être là. Puis grâce à la magie du virtuel et de la technologie, on en est tous à notre première expérience, si j'ai bien compris. Fait qu'on va être magnanime entre nous. On va se traiter avec, avec bienveillance. En fait, on vous présente une partie de notre recherche qui cherche à comprendre comment les syndicats répondent aux défis posés par le contexte d'austérité qui avait lieu en 2015, qu'on pensait derrière nous en 2020, mais qui revient de façon tout à fait différente. On s'est attardé dans le secteur de l'éducation, surtout, à comprendre comment les syndicats ont répondu à ce contexte de négociation en austérité, parce qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, le gouvernement Couillard venait d'être élu et il a frappé fort. Donc, on a 2 constats principaux. Dans ce contexte particulier, les capacités stratégiques du syndicat auraient pu et auraient dû être mieux utilisées dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va voir que les syndicats ont aussi manqué des opportunités d'étendre leurs capacités stratégiques pour augmenter leur pouvoir de négociation, avec comme résultat des gains marginaux, une augmentation de la précarité dans le secteur de l'éducation, l'insatisfaction des membres, des conflits intra- et même inter-organisationnels, et ce qui fait qu'en bout de ligne, on remet en question les alliances et la stratégie de la centralisation de la négociation. Chloé va vous expliquer le secteur. Donc, en fait, juste pour vous dresser un bref portrait de
en fait, du fonctionnement de la négociation dans le secteur public au Québec. Certains d'entre nous les connaissent bien, mais pour peut-être les gens qui ne sont pas nécessairement du Québec, c'est moins connu. Donc, dans le fond, la négociation dans le secteur public au Québec, c'est une négociation centralisée à 3 paliers, qui est des paliers qui sont où se négocient des matières qui sont définies par la loi sur les régimes de négociation des conventions collectives dans le secteur public et parapublic, et qui vont impliquer différents acteurs selon les paliers. Donc, le premier palier, c'est le palier national ou plutôt intersectoriel. Il y a 4 matières qui sont négociées à ce niveau-là. Ce sont les salaires, le régime de retraite, les disparités régionales ainsi que les congés parentaux. Au niveau du sectoriel, il y a aussi les matières qui vont être négociées, c'est surtout au niveau normatif. Quand on parle, par exemple, dans le secteur de l'éducation, on va parler beaucoup de tout ce qui touche l'approbation des classifications d'emploi, la répartition des effectifs. Donc, par exemple, on va négocier les ratios maître-élève dans le secteur de l'éducation. Et au niveau du palier local, ce sont les matières locales qui vont être négociées. C'est l'application concrète, en fait, de l'organisation du travail. Soit, par exemple, l'attribution des horaires, des vacances, détermination des règles d'attribution de poste. Donc, c'était vraiment pour vous dresser un court portrait de cette structure particulière de négociation-là. Quand on parle de précarité, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'elle signifie la précarité dans le secteur de l'éducation. On a 3 principales catégories d'emplois dans le secteur de l'éducation. On a bien sûr les enseignants. On a tout ce qui est, quand on parle de support staff, c'est tout le personnel de soutien. On va parler par exemple des concierges, entre autres. Ça peut être les secrétaires également. Et on a tout ce qui touche aux professionnels, en fait. On va parler par exemple de travailleurs sociaux, de psychologues. Ces gens-là, en fait, ces catégories-là peuvent détenir 3 principaux statuts, soit permanent, non permanent et un statut qu'on appelle en appoint. Et malheureusement, on n'a pas des données plus récentes qui sont disponibles, mais les seules données qu'on a, c'est de 2015. Mais disons que le portrait est quand même, je crois encore, nous croyons encore très représentatif. Ce que ça nous dit, c'est que 43% des enseignants vont tenir un statut précaire. Statut précaire qui inclut les non-permanents et les gens en appoint. Donc, ce sont des gens qui ont, en fait, pas vraiment de sécurité d'emploi. 62% de tout ce qui est personnel de soutien et 25% des professionnels ont ce type de statut. En fait, la méthode qu'on a utilisée, évidemment, une revue de littérature, c'est une étude de cas qualitative. Hein, on voulait comprendre comment. On a fait 4 entrevues préliminaires avec des acteurs qui étaient là en 1972. 9 focus group, donc on a rencontré 52 personnes dans ces groupes-là. Mais aujourd'hui, on va surtout documenter, vu qu'on veut parler de capacité stratégique des syndicats, on va utiliser les 11 entrevues semi-dirigées qu'on a faites, où on a rencontré 16 personnes, avec des acteurs qui étaient à la table de négo, soit au local, soit au sectoriel, ou soit à la table centrale du Front commun. Donc, on vous a parlé dans l'introduction en fait, on a mentionné brièvement que ces négociations-là de 2015 dans le secteur public ont été marquées par un conflit social majeur contre l'austérité dans le secteur public. C'est un contexte politique particulier qui a généré un niveau de mobilisation, disons, on pourrait dire historique facilement, que ce soit autant des membres syndiqués, mais aussi au niveau de la communauté. On a vu durant ces négociations-là, au niveau des membres, des syndiqués dans le secteur public, des participations records au vote de grève au niveau local. Des participations records, on en voit des photos ici, des grèves générales, mais aussi beaucoup de pressions qui ont été exercées par les membres, différents moyens de pression tout aussi originaux
au niveau local, fait par, entre autres, les enseignants qui ont été ceux qui ont été plus médiatisés, mais qui a été fait aussi par les autres catégories d'emploi. Au niveau des communautés, on a vu aussi une mobilisation importante des communautés, que ce soit par exemple le mouvement des parents « Je protège mon école publique », la création de chaînes humaines autour des écoles publiques. On a vu aussi l'implication de différents mouvements sociaux comme la coalition Main Rouge, le Front contre l'austérité. On a vu aussi dans le secteur de l'éducation l'école à bout de bras. On a vu aussi une opinion publique beaucoup plus favorable aux revendications syndicales qu'à celles du gouvernement à un certain point. Donc, malgré ce contexte de forte mobilisation, l'entente qui a été conclue a entraîné beaucoup de déceptions, autant en fait surtout au niveau des membres, mais aussi au niveau à l'interne des syndicats. Pour mieux comprendre la réponse des syndicats par rapport à ce contexte d'austérité-là, on a voulu examiner le pouvoir qu'ils détenaient durant cette négociation-là, soit leur capacité à améliorer, en fait, à réduire la précarité dans le secteur de l'éducation. On a utilisé le cadre d'analyse de Lévesque et Meury qui considère en fait que le pouvoir syndical se décline, entre autres, en deux dimensions, qui est les ressources de pouvoir que le syndicat détient, mais aussi leur capacité stratégique à mobiliser ces ressources-là. Pour cette présentation, on s'est concentré vraiment sur les capacités stratégiques parce qu'on a 18 minutes, entre autres. Donc, 4 principales capacités sur lesquelles on s'est attardé. La capacité d'intermédiation, qui est l'idée en fait, d'arbitrer des intérêts en jeu qui sont parfois différents, susciter la collaboration. L'articulation, donc la capacité à articuler, entre autres, différents niveaux de négociation dans le temps. Le cadrage, donc de fournir un cadre de référence, à avoir un agenda qui est proactif, et l'apprentissage, donc la capacité à avoir une réflexion sur le soi organisationnel que Lévesque et Meury nous présentent. La première capacité stratégique sur laquelle on va discuter ce matin, c'est la capacité d'articulation. En fait, au niveau de l'articulation du gouvernement, ce qu'on nous a dit beaucoup, il y avait une stratégie de centralisation fortement centralisée, très coordonnée. Il y a plusieurs intervenants près de la table, des tables centrales et sectorielles, qui ont mentionné que l'employeur était mieux organisé. Table intersectorielle, sectorielle, patronale fortement coordonnée, beaucoup de changements au niveau des porte-paroles patronaux, surtout au niveau sectoriel, des mandats qui sont diffus. OK, c'est bon. OK, ouais, on va se dépêcher. Donc, il y a même, entre autres, il y a un intervenant qui nous dit que sur près de 80 rencontres sectorielles, il y en a à peu près entre 70 et 75 qui étaient en fait en mode d'exploration du niveau de la partie patronale. Au niveau de l'articulation aussi, bon, au niveau des syndicats, cette centralisation a eu un impact important sur la capacité des syndicats à articuler les différents niveaux de négociation. Il y a même un répondant qui nous dit carrément que ça a dépossédé les instances syndicales qui ont eu de la difficulté à faire avancer leur propre agenda. Donc, complexité des structures intra-organisationnelles a amené difficile l'articulation, surtout dans la période de Blitz, qui était surtout au niveau décembre, le momentum, le fameux momentum d'avant Noël. Donc, sentiment de perte de contrôle des membres à la fin du processus, ça a amené beaucoup de frustration et la perception de ne pas être écouté, que vous pouvez voir dans certaines citations qu'on vous a mises. Si on parle de la capacité d'intermédiation, la structure de négociation centralisée apporte des besoins importants en termes de cette intermédiation-là. 2015 a été marqué par un gouvernement qui a changé les règles du jeu dans la négociation. Il a imposé son propre cahier de demande plutôt que de répondre à un cahier de demande du syndicat, mais il a aussi imposé un cahier de demande en fait, qui amenait des reculs sur pratiquement tous les plans. Ça a affecté grandement la capacité des syndicats à arbitrer les différents intérêts en jeu. On le voit ici dans les... Je vais passer vite fait. Je veux juste vous présenter une dernière chose. Intermédiation, c'est aussi représenter les différentes réalités. On parle d'occupations qui sont différentes, de statut, de région.
Donc, difficulté à arbitrer les différentes réalités des membres, que ce soit même à l'intérieur du secteur de l'éducation, mais aussi entre les différents secteurs. On voit par exemple la difficulté de trouver une norme commune quand on parle de l'amélioration de la tâche chez les professionnels, qui est un enjeu important comparativement par exemple aux enseignants. Mais aussi le fait de devoir gérer en fait sur les grèves, en fait, l'impact que la grève a d'une catégorie à l'autre, qu'on parle du secteur de la santé, une journée étant pour un enseignant près de 10 jours de salaire. Je vais passer ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais laisser ma collègue enchaîner sur le cadrage. Oui. En fait, quand on parle de cadrage, le gouvernement avait facilement réussi à créer un sens de l'urgence et avait convaincu le public en général et même certaines personnes au table de cette austérité. Hein, fait que ça remettait en cause toutes les données, hein, parce que le mouvement syndical avait quand même décidé cette année-là de tout miser sur le salaire parce qu'on était en période de rattrapage. Et ce qui est arrivé, ben, en fait, ils se sont ramassés à sauver les meubles. Ça les a complètement déstabilisés et ça, plusieurs nous l'ont dit. Puis aussi, on s'est aperçu qu'au lieu de se servir de la mobilisation qui était très, très forte, presque aussi forte qu'en 72, si on regarde ça, au lieu de se servir de ça pour construire un large projet social comme on l'a fait en 72, on s'est servi de ça pour justifier nos demandes. Hein? Comme par exemple, on n'est pas tout seul à le dire quand on est aux tables. On demande ça, mais on n'est pas tout seul qui demande ça. Hein? En fin de compte, cette mobilisation-là a plutôt servi d'outil que de servir à créer un momentum pour le syndicat. Qu'est-ce que les syndicats ont appris de ça? En fait, quand on regarde ça, c'est que pour une prochaine négociation, il y a certaines actions et certaines stratégies qui vont devoir être évaluées, et ce, à tous les niveaux de la négociation, que ce soit au niveau intersectoriel, sectoriel et local. Et les gens nous disaient, comme par exemple au niveau de l'intersectoriel, ça a été une bien mauvaise idée en bout de ligne d'avoir tout misé sur le salaire. Au niveau sectoriel, ce qu'on se disait, c'est que ben, dans les négociations, ça a toujours été plus facile d'ajouter des ressources que de négocier des ratios. Parce que les ressources, c'est beaucoup plus flexible. Les ressources, ça se partage. Et on va voir qu'avec la disparition des commissions scolaires, ça va créer des nouvelles interrogations, tout ça. Parce que les ressources étaient distribuées au niveau des commissions scolaires, puis les commissions scolaires les distribuaient aux écoles. Puis au niveau local, ben, ils se sentaient vraiment utilisés et pas concernés. Et à cause des différents paliers de structure, ben, c'était rendu tellement loin, puis ils étaient tellement dans une fausse urgence en décembre qu'ils ne se sont pas sentis associés à ça. Au moins, les négociateurs, ça, l'ont reconnu. Ces apprentissages-là et ce cadrage-là et cette intermédiation-là, ça nous amène à dire, wow, attention, là, la disparition des commissions scolaires, ça va faire mal. Puis je pense que sans le savoir au moment où on les a rencontrés, parce qu'on a rencontré ces gens-là en 2018, bien, ils voyaient quand même venir ça, les syndicats. Parce que plusieurs d'entre eux, comme vous voyez, là, on a mis 3 citations différentes, voyaient que le gouvernement allouait des enveloppes fermées aux écoles et que ça créait un problème, puis que ça avait des répercussions qui étaient pernicieuses. Parce que si c'est l'école qui décide, de un, une peut décider qu'on a besoin d'un orthophoniste, l'autre peut décider qu'on a besoin de psychoéducation. Fait que l'étudiant qui se promènerait d'une école à l'autre se verrait privé de services auxquels il était habitué. Mais non seulement ça, la commission scolaire, n'ayant plus à gérer ces budgets-là, ça va être beaucoup de l'impartition. Les professionnels vont avoir des contrats de service et on n'aura plus de professionnels à l'emploi des commissions scolaires. Puis maintenant qu'il n'y a plus de commission scolaire, c'est qui va faire la distribution? Donc, il va falloir que les syndicats pensent à, wow, non seulement à augmenter nos ressources, mais comment on va les distribuer, ces ressources-là. Bien évidemment, on va être obligé on va être obligé de repenser. Fait que ça nous amène à dire, ben, oui, il va falloir que les syndicats
ajustent leur capacité, tu peux changer, ajustent leur capacité stratégique parce que, bon, ils étaient très conscients que, OK, on a négocié fort, on a négocié dur, mais c'est quand même un recul. Puis il faut aussi prendre en compte que la bonification du régime de retraite, la dernière, c'était en 99. Il faut aussi dire, on va changer de diapo parce qu'il reste une minute apparemment, il faut aussi dire que oui, c'était malaisant la négociation et l'austérité ensemble. Puis on se pose la question, parce que bon, on vous a quand même assez démontré toutes les pertes qu'il y a eu, mais on se pose la question à ce moment-là, comment le syndicat peut faire des gains de négociateurs les prochaines fois? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ça? Bien, on conclut avec des pistes de réflexion, des interrogations qu'on va vouloir discuter avec nos partenaires qu'on a rencontrés. Hein? C'est au niveau de l'intermédiation, va falloir penser à comment on va le renforcer, ce fonds commun-là, parce qu'il est mis à mal, hein, il est même questionné pour la négociation de 2020. Comment on va articuler nos actions? La décentralisation des ressources, ça va augmenter l'insécurité, puis ça va diminuer le pouvoir de négociation des exécutifs locaux qui sont déjà mis à mal. Ensuite, comment on va faire ça? Comment on va le cadrer? Comment on va faire? En fait, la question se pose, est-ce qu'ils vont être capables la prochaine fois de s'approprier le fait que l'arrêt Saskatchewan reconnaît que la négociation de bonne foi, c'est un droit constitutionnel, c'est plus juste un droit du travail. Il va falloir qu'ils se l'approprient tout ça. Et évidemment, il va falloir qu'ils comprennent puis qu'ils cherchent à voir comment ils vont pouvoir faire pour empêcher le gouvernement d'imposer son agenda. Parce que c'est ça qui est arrivé dans cette dernière négociation-là. Ils ont négocié à partir de l'agenda du gouvernement au lieu de négocier à partir de leur agenda, d'où les reculs, puis d'où l'idée qu'ils nous disent aussi, mais ça n'a pas été si pire, si tu avais vu ce qu'ils nous demandaient. Mais en fait, c'était des reculs partout. Fait qu'ils n'ont pas trop reculé, fait que ça n'a pas été si pire, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire imposer un agenda. Merci. So thank you. We have the second presentation for this session with Julie Bourgault and Anne-Renée Gravel. So, réforme du financement dans les réseaux des centres de la petite enfance au Québec, impact sur les conditions de travail des éducatrices. Alors, je partage l'écran. Alors, vous voyez bien la présentation? Alors, c'est ma collègue Julie qui va commencer la présentation. Ensuite, moi, je poursuivrai. Sorry, your presentation will be in French too. Donc, le contexte actuel fait vraiment bien ressortir les effets des politiques d'austérité de l'État dans plusieurs domaines. Notre étude analyse les impacts de l'une de ces politiques d'austérité, soit la réforme du mode de financement des centres de la petite enfance, qui sont couramment appelés CPE, sur les conditions de travail des éducatrices. Rappelons que depuis 1997, le Québec s'est doté d'un réseau de services de garde qui sont accessibles financièrement pour les parents. Ce réseau privilégie des places subventionnées en grande partie par l'État. Il se compose majoritairement de centres de la petite enfance qui sont des organismes à but non lucratif. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le contexte de notre étude dans les CPE, la méthodologie et quelques résultats préliminaires. En raison du contexte exceptionnel dans lequel le coronavirus nous a plongé, il a été beaucoup plus difficile d'accéder à notre terrain et nos données sont donc plus préliminaires que ce que nous avions prévu à ce stade-ci. Donc, depuis 2012, le gouvernement a entamé des travaux pour évaluer la performance du réseau. Travaux qui ont généré un rapport sur la qualité et la pérennité des services de garde éducatifs à l'enfance et sur l'optimisation de leur financement. À la suite des constats du rapport, le gouvernement a annoncé en 2016 une réforme du mode de financement pour les CPE. Ce nouveau mode de financement, tant dans son objectif que dans les moyens pour l'atteindre,
s'inscrit dans la nouvelle gestion publique, donc par des politiques d'austérité et la substitution de l'État social à un État lean. L'État lean se caractérise par le déploiement de méthodes de production lean qui visent à augmenter la productivité en réduisant notamment ce qui est considéré à valeur non ajoutée, comme par exemple en supprimant les temps morts et les actions qui sont jugées non essentielles. D'ailleurs, les études sur la gestion lean ont montré des effets paradoxaux. Elle peut représenter une opportunité ou un obstacle sur l'amélioration des conditions de travail et de la santé des travailleuses en fonction de ses conditions d'implantation. Dans le réseau des CPE, cette gestion lean s'est traduite par une réforme qui est basée sur l'efficience et l'optimisation des services, qui a imposé une révision de l'organisation du travail et de certaines conditions de travail. Alors que le financement était attribué au départ par enfant, sans condition, voilà que l'État a introduit des nouvelles exigences, à défaut de quoi les subventions qui étaient accordées par enfant allaient être coupées. C'est notamment le cas du taux de présence globale des enfants, qui doit désormais être à 80 % et du taux d'occupation, c'est-à-dire de contrat signé avec les parents, qui doit être de 90 %. Le nouveau mode de financement pénalise aussi les CPE lorsque le taux de qualification du personnel du service de garde est inférieur à 64,16 %. Le règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance exige qu'au moins 2 membres du personnel de garde sur 3 soient qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde. Puisque ce ratio ne s'applique pas à l'ouverture et à la fermeture du service de garde, il y a des éducatrices non qualifiées qui pouvaient être responsables des postes d'ouverture et de fermeture avant 2016. Si ces postes, désormais, si ces postes font baisser le taux de qualification en dessous du seuil qui a été établi, le CPE pourrait être pénalisé dans ses subventions. Donc, pour éviter une pénalité dans leurs subventions, les CPE ont dû trouver des stratégies pour que les taux de présence, d'occupation et de qualification soient conformes aux nouveaux seuils qui sont établis dans la politique budgétaire. Il y a une allocation de transition qui a également été accordée au CPE dans le cadre de ce nouveau mode de subvention. Au minimum, 30 % des dépenses de cette allocation devaient être consacrées à l'accroissement de l'efficience des CPE, ce qui impliquait, selon un document du ministère, pour les CPE et les garderies de revoir leurs pratiques de gestion et les méthodes de travail et les processus de mise en place pour réduire les coûts. Donc, dans le contexte du nouveau mode de financement imposé par le gouvernement en 2016, notre recherche vise à documenter les leviers et les obstacles qui affectent les conditions de travail et la santé des éducatrices en centre de la petite enfance, et plus particulièrement à décrire et à analyser l'impact des conditions d'implantation de la gestion en ligne sur les conditions de travail et la santé des travailleuses des éducatrices, ainsi qu'à déterminer si le cadre juridique constitue un levier pour la protection des conditions de travail et la santé des éducatrices. Dans la présentation d'aujourd'hui, on vous présente seulement les résultats préliminaires en lien avec le premier objectif concernant les impacts sur les conditions de travail des éducatrices. Point de vue méthodologique, les données préliminaires présentées proviennent d'une analyse qualitative qui s'appuie sur des catégories conceptualisantes. Donc, on s'appuie sur des données écrites telles la revue de presse, la jurisprudence, les normes et conventions collectives, des articles scientifiques, mémoires et thèses qui concernent ce sujet. Ensuite, on s'appuie sur des entretiens semi-dirigés pour actuellement on a interrogé 3 membres d'associations défendant les intérêts des centres de la petite enfance, une représentante syndicale régionale, 2 membres de direction de CPE et 2 éducatrices en CPE. Une de ces éducatrices, d'ailleurs, est la représentante du syndicat local. Donc, les résultats sont présentés en 3 points. Il s'agit d'une réforme marquante qui a affecté les conditions de travail relatives à la tâche et au temps de travail et qui a eu un impact sur le travail des éducatrices. D'abord, les personnes interrogées jusqu'à maintenant ont qualifié la réforme de 2016 de véritable bombe, de tornade même. Ces mots dévoilent l'impact ressenti en centre de la petite enfance. Afin d'éviter les pénalités,
dans les subventions en vertu du taux de qualification, de présence et d'occupation. Et pour minimiser les temps morts, la réforme s'est notamment traduite par l'abolition de postes importants pour les éducatrices, tels que le confirme d'ailleurs la jurisprudence et les entrevues que nous avons réalisées jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on a pu constater la perte des agents de soutien pédagogique et technique. Ces personnes-là avaient pour responsabilité d'assurer un soutien pédagogique et technique aux éducatrices ainsi qu'aux éducatrices en milieu familial. On a constaté aussi la perte d'aide éducatrice et même des pertes dans le personnel de cuisine. Une travailleuse nous exprime d'ailleurs le contexte dans lequel les impacts de la réforme leur ont été annoncés. Donc, les coupures nous ont été annoncées dans une réunion d'équipe. Elle, la directrice, nous a annoncé que 3 éducatrices perdent leur travail et qu'il n'y a plus de cuisinière. C'était que tu perds de 37 à 35 heures et il n'y avait plus d'heures pédagogiques. On devait remplir des dossiers pour les enfants. Ça a été une réunion où il n'y a pas de mots pour le dire, de voir ta collègue perdre ses heures de travail, de faire du 6 heures, tout ça annoncé en même temps sans prendre en considération les gens. Nos données, tout comme les récentes données disponibles sur les conditions de travail en centre de la petite enfance, montrent que les tâches des postes abolis ont tout simplement été transférées aux éducatrices. La description de poste d'éducatrice prévue à l'annexe A de la Convention collective nationale est rédigée en termes très généraux, incluant d'ailleurs diverses tâches en relation avec ces fonctions d'éducatrice. Donc, les directions de la CPE jouent d'ailleurs sur cet aspect pour redistribuer le travail aux éducatrices, comme le dit d'ailleurs cette représentante syndicale. Ouais, donc, finalement, il y a un flou dans ces tâches connexes-là posent un flou un peu au niveau de la description de tâches. Ainsi, au quotidien, les éducatrices doivent prendre des tâches supplémentaires pour rencontrer les objectifs poursuivis par le programme éducatif à l'enfance du ministère de la Famille. En plus du lavage et de la désinfection, les données qu'on a pu recueillir jusqu'à maintenant nous renseignent qu'elles sont aussi responsables de l'accueil, de l'organisation des locaux, qu'elles assurent également une partie de l'administration pour les parents, etc. Précisons que les éducatrices doivent assumer ces tâches supplémentaires dans un contexte de réduction d'heures de travail. Ici. Donc, le temps de travail, ça fait référence à la durée et à l'aménagement du travail. Dans le cas des éducatrices, il a été modifié de plusieurs façons, tant par la réduction des heures de travail que la modification des horaires de travail des éducatrices. Comme nous le dit cette travailleuse d'un groupe représentant les intérêts d'un CPE, l'autre chose qui a changé, c'est les horaires, d'avoir des horaires, je vais dire, maximisés. Donc, ces horaires maximisés se sont traduits principalement par une gestion juste à temps, puisqu'ils sont désormais organisés en fonction des entrées et des sorties des enfants. Tel que le confirme l'étude de Bellemare et la jurisprudence, cette pratique a eu un impact important sur les heures de travail des éducatrices. En plus de subir une diminution de leurs heures de travail, il y a des éducatrices qui ont subi des modifications de leurs horaires de travail. Par exemple, dans certains CPE, alors que les postes d'accueil des enfants et de fermeture de services de garde étaient assumés par des aides éducatrices, ces tâches ont été réparties entre les éducatrices, affectant leur horaire quotidien. Elles doivent commencer plus tôt ou plus tard, selon l'heure d'entrée et de sortie des enfants. Pour maximiser davantage le temps de travail, certains CPE ont également développé une pratique d'autopause. C'est-à-dire que lors de la pause d'une éducatrice, pendant la sieste des enfants, elle ne sera pas remplacée. Les horaires de travail et de pause ont été modifiés en conséquence pour qu'une éducatrice puisse surveiller 2 groupes à la fois. Comme nous le disent les éducatrices, l'autre chose, c'est qu'une mode, ou bien c'est les effets de la réforme. À l'heure de la sieste, on a l'auto-remplacement qu'on appelle. Donc, ça veut dire que ma collègue part en pause, OK, moi je dois surveiller 2 groupes. Les éducatrices n'aiment vraiment pas ça parce que ça leur cause du stress et toujours en alerte. Elles me disent notre tête, notre hamster et le roule. Tu en as 20 enfants t'occuper en même temps à surveiller, donc il faut que tu sois une superwoman pour ramasser l'enfant qui est en crise, qui est malade ou quelque chose comme ça. Il y a un récent jugement de la Cour du Québec qui mentionne d'ailleurs que cette pratique de non-remplacement des pauses est courante partout au Québec.
Il conclut que cette pratique rend impossible la surveillance constante des enfants, qui fait pourtant partie de la tâche des éducatrices, et va ainsi à l'encontre de l'article 100 du règlement sur les services de garde éducatifs. Ce contexte d'alourdissement des tâches et de maximisation du temps de travail affecte le travail auprès des enfants et le temps pour la préparation des activités éducatives, ce qui n'est pas sans impact, évidemment, sur le sens au travail chez les éducatrices, comme l'illustrent ces deux personnes interrogées. Donc, Ulune nous dit le fait que nous avons de petites tâches, ça réduit le temps avec les enfants et le fait aussi qu'on a de plus petites journées. L'autre nous dit on avait un beau partage de temps, on avait le temps de monter nos locaux pour différentes activités. Exemple, pour monter un parcours safari dans ton local, ben, tu avais un peu de jus. Là, du jus, tu n'en as plus. Tu t'organises tant que tu peux avec le temps que tu as. Donc, afin de maximiser les présences des enfants, certains centres de petite enfance ont recours au système d'enfants remplaçants ou sporadiques. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient de temps en temps remplacer des enfants absents. Cette pratique a des effets sur le travail des éducatrices. Comme le dit d'ailleurs cette éducatrice, ce n'est pas bon pour le groupe, ni pour l'éducatrice et l'enfant. Il n'y a rien de positif là-dedans. La représentante syndicale régionale précise que les éducatrices trouvent ça difficile sur deux plans. Premièrement, il faut que tu connaisses l'enfant, mais là, tu ne connais pas cet enfant-là. Tu ne sais pas quel enfant va arriver pour remplacer celui qui est absent. Et des fois, aussi, on nous demande juste de faire même jusqu'à faire les appels aux parents. Il y a une place ici, voulez-vous venir ce matin? L'autre chose, on trouve ça difficile parce que l'enfant, lui, il arrive, il pleure et tes activités sont mises de côté parce qu'il faut que tu consoles cet enfant-là. Et là, tu oublies les 7 ou les 9 autres enfants, tu les laisses. Ou bien, tu décides de laisser pleurer l'enfant et tu t'occupes des autres enfants. Comme soit l'un ou l'autre, c'est très difficile pour les éducatrices. Donc, dès le début de la pandémie, le gouvernement a rappelé les éducatrices en renfort pour prendre soin des enfants du personnel soignant, faisant ainsi des services de garde à l'enfance un service essentiel pour la société. Sur le terrain, cependant, l'esprit de la réforme est bien présent et nous pouvons constater que la gestion des mesures sanitaires contribue à l'adoucissement des tâches connexes. Donc, cette éducatrice nous dit aujourd'hui, avec le coronavirus, avec tout ce qui est demandé, bien, je ne m'occupe plus des enfants, je m'occupe juste de désinfecter et de laver. Cet effet pervers qui contribue à réduire le temps passé auprès des enfants montre que les décideurs ne reconnaissent pas l'essence même du travail d'éducatrice. Comme le dit cette éducatrice, on se bat pour la reconnaissance de notre travail. C'est un combat qu'on va mener tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas reconnu. M. Legault nous a dit qu'on était un service essentiel. On ne s'est pas senti comme un service essentiel. Les coupures se sont faites en éducation. Merci de le reconnaître, mais tu le reconnais en temps de crise. On aimerait ça que tu le reconnaisses tous les jours de notre travail. Ça va être comment nos négos, la table dans le dos? Est-ce qu'on sera reconnu? Est-ce qu'on va se servir de nos services essentiels pour nous empêcher d'aller en grève, aller chercher nos acquis? Donc, espérons que son message soit entendu, car il est scientifiquement reconnu que la qualité des conditions de travail est associée à la qualité des services de garde éducatifs. Pour la suite des choses, comme il s'agit de résultats préliminaires, nous devons collecter des données supplémentaires pour bien répertorier les conditions de travail réelles des éducatrices en tenant compte justement de ces effets entraînés par la gestion de la pandémie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. It was really interesting. We'll keep the question at the end of the session. That's our last presentation from Paulo Rogério Marques de Carvalho, The Labor Law of the Crisis, a study about the labor law reforms in the context of the subprime crisis. So you got 18 minutes. Thank you very much. Good morning. I'm Paulo Carvalho. I'm professor of labor law in Fortaleza, one of the most beautiful cities in Brazil. And it's my first time at the LIRA Congress, and I would like to thank and congratulate the organization, especially for maintaining the Congress during this difficult period.
Unfortunately, I will not be visiting Toronto for the first time, but I'm happy that our dialogue remained with this initiative. I know that one of the official languages of the Congress is Portuguese. In Portuguese, I would speak more fluently, but I will risk presenting the central ideas of my research in English at first to assess those who do not understand Portuguese. That I think that is the all of you. I'll try to do my best, and I will speak slowly. In advance, I apologize if I can't be understood in this attempt. If so, in a second step, I can speak Portuguese with more fluidity and intimacy with the language. I would like to share with you an introduction to my doctoral research. I defended my thesis last December. The research took place between 2011 and 2018 at the University of Lisbon, at University of Rome, La Sapienza, and at Uni7, the university that I teach here in Brazil. I have a special interest in understanding the architecture of labor law in a period of crisis. We are living current experience for this debate with the different legislative solutions to the problems of work during the COVID crisis. And the crisis is an element that accompanies the whole evolution of methodological reflection of the labor market. The labor law carries as a stigma the idea that the economic situation imposes the risk of questioning the very, how can I say, certain of this right, in a tradition of blaming the labor law or escape from it. Historical experience has shown the potential of labor law as resistance to liberal expansion and as a shield used in the emergency scenario to guarantee the protective values that have consolidated its dogmatic autonomy. We know none of the historically recognized crises were motivated by labor law. The subprime crisis, for example, is mainly a result of turmoil in the financial markets with proliferation of risky financial assets that caused generalized impacts. Labor law is not a case, neither the exclusive solution for economic crisis, although ultimately it is what ends up withstanding its effects. It's the labor problem that remains to be seen as the most visible aspect of an austerity period, and where proliferates announcements of a labor law crisis, which potentializes the erosion of the typical labor relation that have been created by this law. In the context of 70s, when the economic crisis shocks the social model of labor law, where more clearly emerged a proper debate about the labor law of the crisis. That's the concept that I'm trying to explain, trying to theorize the relation, not only the ones of the labor law legal system associated with the economic crisis scenario, but of the social value of labor itself in a context of economic and financial austerity. The studies are inserted in the search of a theorization about the rigidity of the labor market due to the lack of flexibilization of the labor legal rules. The crisis integrates the narrative of a labor law that is born, matures,
and reconfigures itself in times of economic recession. The labor law of the crisis is therefore an investigation into how this regulation is transfigured into an economic crisis with permanent risk of erosion of its foundations. The relation between labor law and crisis is reflected in a reactivation of the labor law crisis from the outflows of labor deregulation with a decrease in the number of mandatory norms about labor matters. It's known that the guaranteeing system of labor law bases its tutelary vocation on the architecture of a typical work relation based on a subordinate worker's profile, an industrial economy in development with a view to full employment, and a self-sufficient company with pyramidal organization predominantly stratified. From this model, labor can be analyzed under the context of its extrinsic and intrinsic crises that are even more evident in periods of economic crisis. In addition, it's the answer of the labor law crisis that directs the equation of the contemporary labor relation with globalization. The extrinsic crisis of labor law is the recurrence to a typical contract of the model preconized by contractual architecture drawn by the traditional just laboral system. In this sense, there are the temporary contracts, the para-subordinate workers, the precarious workers, the false self-employed workers, how can I say in English? Here in Brazil, we call pejotização, like a contract through juridical personalization phenomenon, né? And the home workers is an example of this. And the intrinsic crisis of labor law is a crisis of a permanent self-referentiality to the guaranteeing labor law content. In this field is included the discourse of flexibilization of the labor standards. Following the financial crisis of 2008, member states identified measures to combat the crisis in the area of financial aid for enterprises, consumer aid, investment in public works, or assumption of a central roles of states in the control of the economy. In several countries, however, responses to the crisis were also found in intervention on labor disciplines, the labor market, or social security. There were also attempts to use the crisis as justification for a further flexibilization of the labor market, with the resumption of some reforms designs prior to the crisis, in which is justified them strongly and ideologically. Two broad categories of regulatory intervention in the area of social law can be drawn. Those aimed at protecting workers from the social risk caused by the crisis, and those aimed at protecting companies from the risk of the market by further reducing costs through a greater deregulation and a greater flexibility. The balance in the choice between the two different types of intervention may vary in relation to different factors: the ideological factor, the type of the crisis,
the responsibility of the norms of social law in the crisis, né? And the role of social actors in the definition of measures against the crisis. So the labor law of the crisis manifested itself as a system of responsibilities and costs of the global reduction of tutela and rent, although often disproportionate in relation to the role that the regulation of labor had in the development of this crisis. At the European level, this process has at its protagonist the national states. This was not only due to different impacts that the crisis had on the countries, but also in relation to different constitutional and labor models between them. Example, the labor law of the crisis came both through reforms, as in the case of Spain and France, for example, and contingent and sectorial interventional, for example, in the cases of Italy. Here in Brazil, the Brazilian context requires a special analysis due to the political crisis that is in the panorama of the reforms of the labor legislation has been going on since 2017. Brazil is a country of a great territorial extension with immense social inequality and with different types of capitalism. In some cases, more advanced capitalism with companies like Petrobras and Embraer, rudimentary capitalism, and pre-capitalist societies like those of indigenous communities. Né? In order not to be tiring in my speech, I end my presentation by inviting researchers from the world of work to this surgical study of labor law of the crisis as a contribution to understanding contemporary work problems. It's a very valuable interdisciplinary studies for those times. Nah, thanks again. And Fortaleza here in Brazil has its doors open to welcome you and count on me here. Thanks. I don't know if the English is okay, but I'm trying to, I think it's better than in Portuguese. Thank you very much. Thank you very much, Paulo. So we got now more than 40 minutes to questions. Is there anyone who would like to ask question to our panel? No. No? I have a question. Okay. Okay. Je suis désolé, mais il faut que je pose ma question en anglais. C'est bon? That's all right, no problem. Merci. Can you just present yourself before your question, please? David Rappaport. I'm at Trent University in Peterborough, Ontario. I teach courses on work and labor. The first presentation I found, of course, a bit depressing, and it's an issue I've been not questioning the quality of it. I mean, the depression's another story altogether. It's a question, and I was with a public sector union for years, and we always said the right things about social bargaining and social solidarity, but never really delivered. So I shouldn't say never, but as a rule. And just wondering if you have any thoughts about what is it that might be internal to the unions themselves that account for that inability to rise to what's clearly an intersection in interest between public sector workers and citizens when it comes to defending the social safety net. That's it. Okay, sorry, I'm not sure. Can you just, I'm not sure about the question, sorry. Can you just repeat the question? Sorry. No, that's all right. It's maybe just my English. I just want to be sure about the question. So you're asking why is there a kind of an internal process
could explain why the union has not made the link with the community? Is it what you're asking? I wouldn't use the word natural. I think that's a bit too strong. But let's just say organizational or historic, or just the way unions have evolved. You know, since say the Second World War, how unions have evolved in such a way that this obvious strategy never really came to fruition. Okay. I'm not sure if I will answer to your question, but I'm trying. Maybe the explanation, what we heard from our interviews about like the link, you're talking about the link between, like making the link with the community, the discourse, you mean, right? Exactly, yeah, exactly. Okay. One of the explanation we heard from our participant was being like, it was important for them to make the difference between the negotiation issues, like working conditions, salaries, and the broader issues about social welfare. So they didn't want to use, the explanation was we didn't feel comfortable to use this kind of discourse in terms of like social welfare to improve our power of negotiation, or for our reivindication in terms of like working condition for the public sector. So they kind of like made a big difference. They separate the two issues, and it was and they had a reflection about, do we use this discourse? But they didn't feel comfortable to mix the two issues. We kind of like push a little, but we didn't really like have more explanation about why, but it's mostly about being not comfortable to use the broader like community involvement to justify their demands in terms of salary and working condition for public sector workers. So I don't know if I'm explaining. No, you are. Thank you so much. Thank you. So I don't know really why they didn't feel comfortable. Maybe it's kind of, I think, also about the public opinion, to kind of like keep the public opinion on their side. I think it's my explanation, like from what I heard, but maybe it was a matter of like keeping the public opinion on their side. I don't know. Diane, if you want to. Je vais le dire en français, puis tu pourras peut-être le traduire, Chloé. En fait, en fait, juste peut-être ajouter, non, mais ça va être court, juste peut-être ajouter l'idée, c'est que justement, il fallait garder l'opinion publique avec eux, et ils étaient au niveau intersectoriel, c'était la santé, c'était l'éducation, c'était tous les domaines confondus, et la grande mobilisation, elle était surtout au niveau de l'éducation. Ils voulaient surtout faire attention de ne pas briser le momentum en éducation et de ne pas mêler tout ensemble pour que chacun y trouve son compte. C'était une des raisons aussi pourquoi, oui, contrairement en 1972, où c'était 100 $ pour tous. Okay. D'accord. Merci. Do you need me to translate? Or? No, I got the gist of it. Thank you. Thank you. Thank you. Oui. C'est peut-être juste un commentaire.
la faiblesse des syndicats actuellement, c'est justement d'avoir plutôt misé sur l'utilitarisme plutôt que la perspective plus sociale de ce qu'on faisait dans les années 70. Et là, on voit tous les effets de ça aujourd'hui. Même moi, je suis la présidente de mon syndicat à l'université et je vois bien là, que ça gruge de plus. La COVID fait en sorte qu'on gruge de plus en plus dans nos conditions de travail. On fait fi même des conventions collectives. Donc, ça se traduit là, actuellement, on vit ça. Mais justement, je pense qu'il est temps de renverser la vapeur. Je crois que c'est plus le temps de ne plus faire front commun. Il faut vraiment retourner vers ces fronts communs-là pour briser ce courant-là. C'est la perspective d'une présidente de syndicat que je présente. Ben, en fait, Anne-Renée, c'est intéressant parce que à cause des résultats de 2015, les syndicats n'étaient pas chauds à l'idée de retourner en front commun. Hein. Même il y en a plusieurs qui ont quitté, mais vis-à-vis ce qui arrive en 2020, c'est intéressant de savoir, comme la PTS qui a quitté le front commun vient de s'affilier avec les métallos. Parce que la PTS nous l'avait clairement dit quand on l'avait rencontré, des gens d'eux, nous avaient clairement dit qu'eux débarquaient du Front commun. Ils ont trouvé que ça avait été une perte totale pour eux. Puis en plus, la CSN s'est fait ramasser, perdant 40 000 membres qui sont allés à la PTS et qui n'avaient pas les structures. Bien là, la PTS vient de s'affilier avec les métallos. C'est quand même intéressant de voir. Puis, qu'est-ce qui va sortir de ces négociations-là dans l'état actuel des choses? C'est tout un laboratoire là, qui s'ouvre. Hein? Qu'est-ce qui va se passer aussi avec l'abolition des commissions scolaires, qui sont les négociateurs attitrés selon la loi et qui, là, n'existent plus? Il y a beaucoup de questions qui sont en ébullition là, et c'est très intéressant. Est-ce que les syndicats vont être capables de reprendre ce mouvement-là? Parce qu'à l'origine, c'est un mouvement social, les syndicats. Hein? C'est à l'origine des syndicats, il ne faut pas oublier ça. Le fait qu'on ait des assurances collectives, qu'on ait des mutuelles, qu'on ait... Ils s'étaient peut-être très éloignés. Ça a été beaucoup légiféré aussi. En tout cas, c'est très en effervescence et en fait, il faudrait aussi peut-être nous-mêmes en tant qu'académiciens sortir de parler du renouveau syndical puis parler plutôt d'une renaissance du mouvement syndical, hein, parce qu'il était en crise, mais ça fait 20 ans qu'on dit qu'il se renouvelle puis il ne se renouvelle pas. Fait, bref, il va peut-être falloir nous aussi changer notre vocabulaire. Hein. Le renewal, le syndicalisme, il y a peut-être autre chose à faire. Là. Is there any other questions for the panelists? Yes, Monsieur Durand. Oui, bonjour. Louis Durand, Université Laurentienne. Pour aller dans le même sens, est-ce que je pourrais peut-être essayer moi aussi de la poser en anglais par la suite. Dans le secteur public, est-ce que vous pensez que les syndicats, dans le fond, sont piégés entre l'opinion publique et leurs membres? Do you think that in the public sector, unions are always trapped between what their members and the general citizens, public opinion? En fait, il y a deux perspectives selon à l'endroit où tu te trouves dans la table de négociation. Si tu te trouves dans l'intersectoriel versus si tu te trouves au sectoriel ou au local, selon la table de négociation. Il n'y a personne qui a utilisé le mot « piégé » parce que je ne pense pas qu'ils se sentent piégés, mais ils sont tous conscients qu'ils ont besoin de l'opinion publique. Les négociations, la moitié de leur force, même certains disaient jusqu'à 80% de leur force, c'est l'opinion publique. Puis de l'autre côté, plusieurs nous ont dit, mais nos membres sont monsieur et madame tout le monde. S'ils ne comprennent pas, monsieur et madame tout le monde ne comprendront pas. Et ils sont de l'avis. Et pour illustrer ça, il y en a une représentante qui nous a dit, elle dit, regarde, elle dit, quand on négocie les salaires, là, elle dit, ben j'ai quelqu'un, moi, j'ai une membre qui reste à Victoriaville, qui gagne le double de tous ses voisins. Puis une maison gagne
coûte 115 000 seulement à Victoriaville. Fait qu'elle dit, moi, elle dit, quand on sort sur la place publique pour augmenter nos salaires, puis demander 13,5 sur 3 ans, elle dit, je suis franchement très mal à l'aise. Fait que, je pense pas qu'ils se sentent piégés, mais je crois fort bien qu'ils doivent, et c'est une des choses qu'ils doivent vraiment articuler, hein, des intérêts opposés, mais personne n'a utilisé l'idée de piéger. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, ça répond. Je peux faire aussi de la traduction si jamais il y a besoin. I can do translation if needed. No, it's okay. For me, it's okay. Is there any other question? Okay. So I think we will probably end the session if there's no other question. I would like to give a big thank you every panelist for this session. It was really interesting, and I think our topic was really related, which really improved the conversation at the end. So thank you for also the question from the other the person who attended the session, and I will just so say that have a really good conference, the first virtual conference, and a really great 2 next days. So thank you very much. Thank you for the animation. And yes, thank you to Benedict also for helping us with all the technological matters. Thank you, Chloe, and feel free to attend any other sessions. Thank you. It was great. Thank you very much. Thank you, Paolo. Thank you very much. Thank you. Thank you, Paolo. Thank you. Thank you pour les questions. Merci. Yeah. Oui, en français.